Bonjour chers auditeurs de Radio Jade FM, ici Frédéric Mispelblom pour l'émission Peindre et dépeindre le pays des raies. Aujourd'hui nous nous trouvons dehors dans le Marais breton du côté des Moutiers en Ré sur la tenue de Mareuil qui est une saline tenue par une paludière qui s'appelle Mélanie d'Apremont. Bonjour Mélanie, merci de recevoir Radio Jade FM. Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Il fait beau, mais il y a du vent. Et donc nous nous sommes assis sur un côté un petit peu abrité. Mélanie d'Apremont, nous nous trouvons dans un marais. La saline se trouve tout en contrebas. À vous de nous expliquer comment ça se passe pour fabriquer du sel. Bonjour, rebonjour. Voilà, nous sommes dans le Marais breton. On est à l'extrême nord du Marais breton qui s'étale sur 45 000 hectares. Les Moutiers-en-Ré étant vraiment le nord, à l'est on trouve Chaland et au sud Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce marais est une zone de sédimentation argileuse. C'est des dépôts d'alluvions qui sont déposés pendant des dizaines de milliers d'années qui ont fait aujourd'hui toute une zone en argile. Ce marais est aussi situé au niveau de la mer, ce qui est complètement nécessaire pour pouvoir faire des marais salants. Il faut donc se situer entre le niveau de marée haute et le niveau de marée basse. Le paysage ici se compose d'étiers, d'écluses, de trappes. En fait, la mer va arriver au cœur du marais à travers des étiers qui, eux, sont gérés par des écluses aujourd'hui. C'est-à-dire que l'eau salée remonte à marée haute à l'intérieur de ces étiers et vient pénétrer dans les terres par une écluse. Donc les manœuvres de l'éclusier va venir fermer l'écluse pour pouvoir maintenir cette eau salée dans le marais salant. Excusez-moi, l'éclusier, c'est pas vous? Non, c'est pas moi, c'est vraiment le syndicat d'aménagement hydraulique, donc un organisme qui gère les écluses. L'eau salée donc, va pouvoir remonter, comme je disais, et alimenter des bassins. Pour moi, le premier bassin qui va être alimenté en eau salée, ça va être ma vasière. Ma vasière, c'est ma réserve d'eau salée. Ça va me permettre à moi d'avoir constamment une réserve en eau salée. Si même l'éclusier décide par exemple de changer et de vider l'eau des étiers, j'ai un stock d'eau salée que je vais pouvoir ensuite faire rentrer dans ma saline. De la vasière à l'entrée dans la saline, ensuite je gère mon débit d'eau en fonction de ce que je veux et surtout en fonction de la météo qui va être annoncée. Ensuite l'eau pénètre dans la saline et traverse les phares, les fonds termins et les œillets. Excusez-moi, pour la météo, qu'est-ce qui est favorable ou qu'est-ce qui est défavorable pour la saline ? Comme nous on cherche une évaporation, donc une concentration de l'eau de mer par l'évaporation, un vent d'est qui va être très sec avec du soleil et des belles températures va être parfait pour évaporer l'eau de mer, tandis qu'évidemment des pluies ils vont complètement radoucir notre saumure. Autour de nous, le paysage, du coup, on peut s'imaginer, c'est vraiment des talus enherbés, des prairies où on peut trouver des vaches. Il y a encore de l'élevage bovin dans le territoire, des canaux, les canaux en eau salée, et aussi en eau douce. Certaines mares, des bassins d'eau salée. Certaines personnes font du mouton de présalé aussi sur ces territoires. Les canaux, donc les étiers, servent aussi pour les éleveurs de faire des clôtures qui permettent à clôturer les prés. Et les mares, bien sûr, en eau douce pour abreuver les animaux. Ah oui, c'est que les prés en fait sont clôturés pas par des clôtures, mais par de l'eau tout simplement. L'avantage des marais, c'est qu'il y a très peu de clôtures à faire, puisque les étiers sont remplis d'eau et empêchent les animaux de traverser d'un secteur à l'autre. C'est aussi un territoire d'animaux et de nidification d'oiseaux. Il y a beaucoup d'avocettes, d'aigrettes, d'échasses, de hérons. Et une flore bien spécifique au Marais breton avec autant d'espèces qui sont d'habitats salés comme les salicornes, l'obium, que de petites plantes qui se développent dans les mares d'eau douce comme la renoncule aquatique, des petites fleurs blanches qui peuvent couvrir les mares. Oui, parce que c'est extrêmement joli. C'est-à-dire que quand on se promène, d'ailleurs, j'ai trouvé la grande surprise, c'est que tout est vert autour et tout d'un coup, on tombe sur la saline qui est grise et qui est magnifiquement construite avec, moi ce que j'appelle ça des digues, mais ça s'appelle des ponts en argile, ouais. C'est très beau.
C'est vraiment un territoire sauvage. Très peu d'intervention de l'homme sur ce territoire, d'autant plus qu'il est préservé. Alors il y a même d'autres projets, des secteurs qui sont aménagés pour améliorer la nidification des oiseaux et espérer que toutes ces espèces puissent venir nicher en paix chez nous et se reproduire le mieux possible. Pour un peu d'histoire en ce qui concerne le territoire du Marais breton, les premières salines ont été creusées au début de l'ère chrétienne. Au Moyen-Âge, le Marais breton était le plus grand marais producteur de France, le plus gros producteur en termes de volume de sel. À l'époque, il faut savoir que le sel permettait la conservation des aliments. Et il n'y avait pas de boîte de conserve, il n'y avait pas de réfrigérateur. Le sel était complètement nécessaire pour pouvoir conserver, alors surtout les poissons. Dans l'Europe du Nord, comme nous, on a un métier qui est vraiment lié à la météo. Plus on va dans le nord de l'Europe, moins la météo va être favorable à la production de sel. Donc eux ne sont pas forcément en capacité de produire du sel. Donc on a eu une grande époque de commerce, ça s'appelait le commerce de la Hanse, avec les pays nordiques. C'est-à-dire que les navires venaient ici, sur le port du Collet. Le port du Collet est un grand port international. Se chargeaient en sel et remontaient chez eux pour pouvoir conserver leurs poissons, tous les aliments pour l'hiver. Ces bateaux chargés de sel au retour devaient forcément être chargés à l'aller. Ils étaient chargés de pierres de l'Est pour tenir la mer en fait. S'ils étaient à vide, ils ne tenaient pas bien la mer. Donc ils étaient chargés de pierres de l'Est, ils venaient dans le port du Collet, ils délestaient leurs pierres sur place et ils chargeaient en sel et ils remontaient vers le nord. À force de délestage mal géré, les ports se sont un petit peu comblés de pierres. De plus, il y a eu l'envasement de la baie qui a amené les bateaux peu à peu à ne plus choisir de venir ici pour se charger en sel, mais aller plus dans le sud. En plus de ces facteurs, il y a eu aussi à une période les réfrigérateurs, la congélation, les boîtes de conserve, ce qui a fait clairement un déclin du sel et qui a fait peu à peu disparaître ce métier du paysage. Oui, donc pendant une période, il n'y a plus eu de saline du tout par ici. Quasiment plus. Oui. Dans les années 1950, on voit vraiment très peu de salines qui sont encore exploitées. Alors qu'avant, c'était des centaines et des centaines de producteurs ici. Oui, il paraît qu'il y avait dans les 2000 bateaux régulièrement dans le port. Dans le port du Collet, oui, même c'était toute une organisation à faire. Il y avait plusieurs nations qui se retrouvaient ici en même temps. Et il y avait des conflits entre les nations. Ils avaient fini par organiser les ports en fonction des nationalités pour qu'il y ait de moins en moins de conflits entre eux. Parce que les gens étaient parfois coincés ici pendant plusieurs mois, le temps d'attendre de bien pouvoir charger le sel et repartir. C'était toute une vie. Ah oui, donc il y avait ici des milliers de personnes, alors qu'aujourd'hui, il y a quasiment personne. Pour le sel, presque personne. Il reste les oiseaux, ils sont restés parmi nous. Aujourd'hui, sur Bourgneuf-et-les-Moutiers, on est 3 producteurs. Et parce que comment la renaissance s'est faite, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, donc, alors qu'il n'y avait plus rien, il y a eu à nouveau des personnes qui se sont intéressées dans ces anciennes salines qui étaient tombées en ruine? Alors, le sel de Guérande a été pour beaucoup parce qu'ils se sont unis et ils ont réussi à faire reconnaître leurs produits. Mais aujourd'hui, il y a les gens commencent à faire attention un petit peu à ce qu'ils consomment, à essayer d'aller vers des produits naturels, le plus naturel possible et le plus qualitatif possible. Et c'est vraiment sur le sel marin qu'on va avoir la meilleure qualité. Alors que sinon, on va trouver, pendant une grande période, l'ère industrielle, c'était le sel La Baleine qui est produit en grosse quantité par les salins du Midi, mais qui, hélas, ils en rajoutent du E535 dans le sel de manière à ce qu'il ne soit pas anti-agglomérant. C'est sur la qualité réelle du produit que les gens vont aller de plus en plus s'orienter sur des produits comme le nôtre. Le gros sel et la fleur de sel, qui sont eux naturellement plus riches en oligo-éléments et produits de manière 100% naturelle, sans adjuvants, sans additifs. Et puis ça n'a pas le même goût non plus. Ça n'a pas le même goût. Le fleur de sel est un vrai cristal qui peut croquer sous la dent, qu'on vient rechercher justement pour garder ce cristal entier sans le casser. Oui, et donc il y a eu tout d'un coup 2-3 personnes qui se sont remis
qui ont restauré les salines. Alors pour le Marais breton, à Guérande, on va dire, ça fait plus longtemps. Ils sont installés depuis les années 1980 à remettre en état un petit peu ces salines. Pour notre secteur, le Marais breton, dans les années 2000, mes collègues se sont installés. C'est un peu plus compliqué de s'installer ici parce que l'état des salines est plus dégradé qu'en Nord-Loire, parce que l'envasement a causé beaucoup de dégâts sur les marais salants. Donc dès l'installation, ça demande plus d'investissement personnel, de travail sur la remise en état. Ce qui doit en freiner certains à s'installer. Après, c'est aussi le calme et on est plus tranquille, il y a moins de monde, c'est un choix. Moi, j'ai choisi de m'installer ici, d'autant plus parce que je suis originaire du secteur, donc j'avais envie de rester dans mon pays. Mais justement, comment est-ce que c'est venu cette idée? Parce que avant, qu'est-ce que tu faisais? Alors, à la base, j'ai passé un BTS tourisme. J'ai pas beaucoup travaillé dans le tourisme. Après, j'ai fait, on va dire, plusieurs saisons agricoles, quelques voyages, plusieurs petites saisons, ventes, un peu plein de petits boulots. Et je me suis retrouvée comme ça à faire des saisons de sel, de récolte de sel en Nord-Loire. C'est là qu'une saison, 2 saisons, je me suis dit, vraiment, pourquoi pas ce métier pour moi, ce serait quelque chose qui me conviendrait bien. J'ai choisi de faire une formation pour devenir paludier qui dure 11 mois à la Turballe. Et puis mes saisons m'avaient permis aussi de rencontrer plein de personnes du métier, de me faire un réseau intéressant, de partager à ce sujet-là. Après, c'est beaucoup des gens que j'ai rencontrés en Nord-Loire et moi j'ai choisi, donc, comme je disais tout à l'heure, de venir ici pour me rapprocher de ma famille et de mon territoire. Mais d'appliquer toutes les connaissances que j'ai pu apprendre là-bas auprès d'eux et de venir les appliquer ici. Puis aujourd'hui, je suis encore en contact avec eux parce qu'on se donne des coups de main. L'hiver, ils sont venus ici m'aider pour ma remise en état, comme j'y vais là-bas régulièrement pour les aider sur certains chantiers. C'est ce parcours-là qui m'a amené à faire donc ces choix, ce métier-là. J'avais aussi, on va dire, craqué sur le fait que c'est un métier qui est vraiment au contact de la nature. Je suis liée à 100% aux saisons, c'est-à-dire que mon rythme de travail va complètement changer entre l'été et l'hiver. Et je pense avoir aujourd'hui un rythme de travail qui est en adéquat avec ce qu'on a fondamentalement en nous. L'hiver, les journées raccourcissent, le temps se calme, je dors plus. L'été, les journées rallongent, il fait beau, il y a du soleil, je suis plus active. Il pleut, je suis plus calme, il fait très beau, je cours. C'est vraiment très très lié aux saisons et à la nature. Le cadre de travail est splendide. Et aujourd'hui, je vends un produit dont je suis très fière. J'ai beaucoup de respect pour mon produit. J'avais avant fait quelques saisons de vente aussi. J'avais jamais ressenti cette fierté au produit, ce lien au produit qui là vraiment, je peux suivre mon produit jusqu'au consommateur et je sais qu'est-ce qu'il en est et je sais au fond de moi quelle est la qualité de ce produit. Voilà un peu pourquoi j'ai choisi de faire ce métier-là. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur la formation qui dure 11 mois, ce qui est une formation intensive. Qu'est-ce qu'on y apprend? Alors c'est un BPREA qui est mis en place par la Chambre d'agriculture. Sur ces 11 mois, il y a plusieurs mois de stage où j'avais une saline. En général, tout le monde, c'est un peu le cas de tout le monde dans cette formation, a sa propre saline pour se faire la main, pour apprendre le métier. J'étais accompagnée par mon maître de stage. Et il y a aussi, bien sûr, tous des aspects biologiques, techniques, production de sel. On a aussi été voir d'autres lieux de production avec d'autres systèmes de production, comme à l'île de Ré, où c'est un autre fonctionnement des marais salants. Quelques interventions forcément au niveau gestion d'entreprise, comptabilité. Il faut aussi, pour tenir une entreprise, hélas, faire de la comptabilité. C'est un diplôme qui permet de devenir chef d'entreprise. D'accord. Donc c'est à la fois les côtés théoriques, commerciaux, gestion et le métier lui-même. Voilà, ça regroupe un peu tout. Donc je te laisse continuer.
Donc pour mon installation suite à la formation, j'ai d'abord fait une recherche de foncier. Cette recherche de foncier m'a pris pas loin de 2 ans, je pense, de mémoire. Il s'agissait donc de trouver des marais salants à remettre en état ici. C'est pas forcément évident, parce qu'en plus, à la sortie de la formation, c'est pas le moment, c'est pas la période où je suis la plus professionnelle, on va dire. Je découvre encore le métier, alors il me manque encore quelques savoirs. Rechercher un foncier avec certains critères, essayer d'être pas trop loin de la mer, de manière à avoir une bonne prise d'eau, de l'eau la plus salée possible, un marais salant qui soit pas trop dégradé, pas trop envasé. Donc et d'autant plus réussir à trouver des propriétaires qui soient d'accord, soit pour louer, soit pour vendre leurs biens. Parce que le problème de du marais breton, du secteur ici, c'est multiparcellaire. Ça a été hérité. Donc on retrouve des salines aujourd'hui qui sont séparées entre 3-4 propriétaires, qui sont durs à contacter, de 3-4 coins de la France différents, et généralement pas forcément enclins à louer ou à vendre leur marais. Donc ça m'a pris pas mal de temps, le temps de la formation, de mettre tout ça en place. Et puis j'ai eu la chance d'avoir le départ à la retraite aussi de Bernard Thébault sur la saline des Moutiers, qui est tombé pile poil à mon installation à la fin de la formation. Ça m'a permis aussi d'avoir une saline, donc la tenue de marais où on est au Moutier-en-Ray, qui était exploitable dès la première année, car elle était exploitée cette saline a été remise en état en 2001. Donc c'était une saline qui était déjà en état de fonctionnement. Voilà, et aujourd'hui j'exploite 2 marais salants. Elle ne suffisait pas pour mon entreprise, donc la recherche de foncier c'était aussi pour l'autre saline que j'ai remise en état. Et ce Bernard, tu le connaissais ou... Je l'avais rencontré. Je l'avais rencontré, oui, et c'est comme ça que c'est tombé vraiment parfaitement, que son départ à la retraite s'est fait l'année où j'ai décidé de m'installer. C'est important d'avoir un foncier qui soit exploitable dès la première année. Ça m'a permis de faire du stock de sel. Sans sel, je peux pas vendre de sel. Et la saline que j'ai remis en état, elle a mis 2 ans avant de réellement produire du sel. Donc ça m'a permis de commencer à développer ma commercialisation, mes clients et mes visites. Vraiment, c'était nécessaire. Et le précédent propriétaire a aidé à l'installation ? Bernard m'a donné quelques coups de main le premier hiver, mais lui il était l'exploitant et le propriétaire de la saline c'est le département. Donc ensuite j'ai eu affaire surtout au propriétaire, au département. D'accord. Oui, parce que les pancartes qu'il y a au début de la saline sont des pancartes qui ont été faites par le département, ou c'est toi qui les as fabriquées ? Elles étaient déjà là, c'est le département qui a mis en place ces panneaux, ceux qui représentent les oiseaux. Oui. Et les informations sur la saline. Ouais. Il y a aussi sur cette saline un partenariat avec l'association P2MB, l'association des Moutiers qui promeut le patrimoine, et c'est cette association qui à l'époque en 2001 a géré la remise en état de la saline. À l'époque le département n'était pas encore propriétaire de la saline, ça s'est fait après. Donc aujourd'hui je suis l'exploitante de la saline, le département est mon propriétaire et P2MB gère les visites de la saline. D'accord. Voilà, je dis aux auditeurs que tout naturellement nous avons commencé à nous tutoyer en cours d'entretien. Donc voilà, tout à l'heure tu parlais des saisons, de la différence de la durée du jour et de la nuit. Mais est-ce que, par exemple, en hiver, qu'est-ce qu'il y a à faire parce qu'en hiver, il y a beaucoup moins de choses à faire, j'imagine, qu'en été. Parce qu'en hiver, est-ce qu'on voit encore la saline ? Oui, tout à fait. Non, il y a beaucoup moins de travail en hiver. Alors en fait, le travail au marais va commencer au début du printemps, fin février, début mars. C'est la période où je vais vider la saline, parce que la saline est sous l'eau à ce moment-là. Donc je vide la saline, j'enlève toute l'eau. C'est pour ça que justement je disais tout à l'heure qu'il fallait le niveau bas de la saline puisse encore vider à marée basse.
Je retire cette eau et l'eau qui était là et qui a circulé l'année précédente m'a amené des sédiments. Donc il va falloir que je nettoie tout le marais de la petite couche de vase qui s'est déposée sur la saline pour retomber sur les fonds en argile où on voit vraiment la différence sur le fond bleu originel de la saline. Et qui est dur. Le fond en argile est dur et la vase, elle est molle. Ouais. On fait vraiment la différence. Avec les outils, on peut pas se tromper. On tombe vraiment sur un fond dur et bleu quand on est sur l'argile. Donc toute la première partie de l'année, du printemps, ça va être ça. En fait, de mars à mai, juin, selon la météo, je vais vraiment nettoyer cette vase, l'évacuer, la remettre sur les talus. On pourrait presque assimiler le circuit de la vase comme le circuit de l'eau à grande échelle. Je la prends tous les ans, je la rejette sur les talus. L'hiver, les précipitations, la pluie va me la faire retomber dans les bassins. Et au printemps, je la rejette sur les talus. C'est le cycle de la vase. Et je vais en garder une partie pour pouvoir ponter, c'est-à-dire avec la lousse à ponter, mes petites structures en argile, tous les ponts sur lesquels je marche et qui viennent faire mes petites digues et séparer les bassins des uns aux autres, je vais les graisser, donc je vais prendre une petite couche de vase et je vais l'étaler sur les ponts. Ça permet l'entretien annuel du pont. Alors vraiment, le nettoyage de la saline, ça me prend mars, avril, mai, juin, selon les années. Ensuite, la deuxième phase de l'année, c'est la récolte. Alors la récolte, elle peut commencer de juin jusqu'à septembre. Et là, c'est vraiment aléatoire en fonction de la météo. C'est pour se faire une idée, dans la mer, il y a 35 grammes de sel par litre d'eau en moyenne. Pour que le sel, chlorure de sodium, arrive à cristallisation, il faut qu'on ait monté une saumure concentrée à 280 grammes de sel par litre d'eau. Soit, pour 1 litre de saumure, 8 fois son volume s'est évaporé. Alors, le principe, je prends de l'eau de mer, je la fais rentrer sur des petits bassins où elle va circuler avec une épaisseur la plus fine possible, de manière à ce qu'elle soit confrontée au vent, au soleil, et qu'elle s'évapore le plus possible sur son chemin. Et tous ces bassins sont reliés les uns aux autres et l'eau fait son circuit par gravitation. C'est-à-dire que donc j'ai des zones qui sont plus creuses dans le marais salant et l'eau fait son circuit en cherchant toujours le point le plus creux. Elle est attirée par le point le plus creux et elle descend comme ça jusqu'au dernier bassin qui sont les cristallisoires, les œillets. Alors on fait 3 groupes de bassins sur une saline. Les phares, c'est les premiers dans lesquels circule l'eau. Elle est la moins salée, elle rentre à environ 35 grammes de sel. Dans ces phares, elle circule, elle se concentre sur son chemin. Ensuite, elle a fini tout son circuit de phare, elle arrive dans les fonds termins. Les fonds termins, c'est des bassins qui me permettent à moi d'avoir un stock d'eau salée pour ensuite alimenter mes œillets quand j'en ai besoin. Mais l'eau en continu circule sur la saline jusqu'au fond termin. Matin et soir, moi je vais venir régler les débits d'eau en fonction des bassins, entre les différences de niveau, de manière, en regardant bien forcément la météo avant de faire mon réglage. Mais une journée qui va être très belle, avec beaucoup de vent d'est, du soleil, de la chaleur, je vais mettre un débit fort pour pouvoir compenser l'évaporation et que le niveau reste toujours le même constant dans la saline. Donc je disais jusqu'au fond termin où j'ai mon stock d'eau salée. Ensuite, ici, l'eau arrête de circuler en continu. Et le bassin qui suit les fonds termins, qui est plus creux en dessous, c'est l'œillet. L'œillet, c'est le cristallisoire. Et c'est à cet endroit-là que je cherche à faire monter ma salinité à 280 grammes de sel par litre d'eau pour qu'il y ait cristallisation du chlorure de sodium. Et là, pour cette saline-là, par exemple, quels sont donc les œillets? C'est ceux qui sont les plus près de nous? Alors non, ça va être ceux qui sont tout en longueur au milieu de la saline. Il y a 16 œillets sur cette saline et ils sont vraiment, on les reconnaît facilement avec les tables. C'est les plateformes rondes qui sont au milieu des ponts et qui vont me permettre ensuite, quand je récolte, de laisser goûter mon sel dessus. Voilà, dans la mer, je disais, il y a 35 grammes de sel par litre d'eau, mais il n'y a pas que du chlorure de sodium. Dans la mer, il y a aussi du magnésium, du calcium, et certaines curiosités, c'est que le calcium va cristalliser à un seuil inférieur de concentration que celui du sodium. Du coup, je vais le retrouver dans les bassins en amont des œillets. Les fonds termins sont maculés dans le fond en récolte d'une petite croûte de sel, c'est du calcium. Et le magnésium, lui, quand elle lui cristallise à un
taux de concentration plus élevé. Alors il s'accumule dans les œillets pendant la saison. Il se concentre là dans l'eau des œillets. Alors arrivé juin, juillet, août, donc voilà, la saison va démarrer le jour où j'ai réussi à atteindre le seuil de cristallisation dans mes bassins. Donc le sel apparaît. On va voir en premier en général la fleur de sel. C'est le fleur de sel, c'est un cristal qui vient se former à la surface de l'eau. Une forme pyramidale. Il apparaît en général vers 16-17 heures en fin d'après-midi. Je viens le récolter donc en soirée avec la lousse à fleurs. C'est comme un écumoire que je vais venir à fleur d'eau pour essayer de récupérer cette petite pellicule sans la faire couler et sans toucher le fond du bassin. C'est un travail de précision. J'en récolte en général 10 fois moins que du gros sel en volume. Oui, donc c'est un moment particulier de la journée que tout d'un coup cette cristallisation se fait et qu'on voit presque apparaître la fleur de sel. Voilà, exactement. On peut commencer à en apercevoir vers 15h, quelques cristaux se former à la surface de l'eau et puis le vent va les plaquer tous dans le même coin et former des petites plaques de fleurs de sel. Vers 17h, c'est là qu'il y en a le plus en général. Elle est là plus ou moins selon les vents, selon la météo. Il y a des jours où il y en a plus, il y a des jours où il y en a moins. Si je ne l'ai pas bien récolté avant la nuit, en général, il y a une petite couche d'humidité qui va venir se déposer dessus et qui va me la faire couler dans la nuit. Donc elle est perdue, elle partira avec le gros sel. C'est pour ça que la récolte doit vraiment se faire en fin d'après-midi. Ah oui, donc il y a vraiment un moment particulier où il faut l'attraper et après on ne peut plus. Ouais, c'est ça, il faut être à l'heure, sinon c'est trop tard. Le sel, quand il est lancé, ça peut être tous les jours pendant 60 jours s'il a décidé que ce soit tous les jours pendant 60 jours. S'il se met à pleuvoir, ça me fera une pause par contre pendant la récolte. Et j'aime bien qu'il pleuve un peu pendant l'été quand même. On arrive au moment où on va faire la petite pause musicale. Mélanie, qu'est-ce que tu as choisi ? Alors, la chanson Jimmy de Moriarty. Je vous laisse écouter. Please come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, now that didn't you know? Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Piss, and it's all kinda wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo. To say, be
chest by the door, and one of Jimmy's friends has taken the floor. Jimmy, won't you please come home, where the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, forgot you're young, but you can't ignore the buffalo song. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. If you remember your unknown, the buffalo land would be your home. If you remember your unknown, buffalo land would be your home. If you remember your unknown, buffalo land would be your home. If you remember your unknown, buffalo land will be your home. Le gros sel, lui, en revanche, il cristallise au fond de l'eau, sur l'argile, au contact de l'argile. C'est pour ça qu'il est un petit peu gris, et il contient des minéraux, des oligo-éléments de l'argile en lui. Et lui, il n'a pas forcément un moment donné pour cristalliser. Il cristallise tout au long de la journée et de la nuit. Alors, à moi de décider si je viens le récolter soit de bonne heure le matin, soit tard le soir après la fleur de sel. En général, j'ai un peu plus de temps tôt le matin. Au moment où je vais venir le récolter, c'est le moment aussi où je vais rajouter de l'eau dans l'œillet, comme je disais tout à l'heure. L'eau dans l'œillet ne circule pas en continu, c'est moi qui vais venir l'alimenter une fois par jour. C'est au moment de la récolte du gros sel. Le matin, donc j'ai un peu plus de temps, je viens faire ma récolte, j'essaye de faire ça le plus tôt possible, comme ça le plus tôt j'ai terminé, je laisse mon œillet plein d'eau, je le laisse prendre la chaleur toute l'après-midi, s'évaporer, faire son travail pour que le soir il puisse y avoir de la fleur de sel. D'accord. Quand je récolte en une journée sur un œillet 50 kg de gros sel, je récolte 4 kg de fleurs de sel sur cet œillet. 3 kg, c'est déjà bien. Ah oui, parce que ça continue tous les jours. Tous les jours, ça ne s'arrête pas tant qu'il pleut pas. Ouais. Le gros... Mais après, il faut le mettre dans le petit sachet. Voilà, c'est pas fini. Le chemin du sel n'est pas totalement terminé. Donc le gros sel, lui, je le sors, je le mets sur la table, donc la plateforme ronde qui est à côté des œillets. C'est là qu'on voit souvent les images, on connaît des petits tas de sel sur les salines. Je le laisse s'égoutter une demi-journée et ensuite je viens à la brouette le prendre et le mettre sur le trémé. Le trémé, c'est la grosse plateforme qui est sur le bord de la saline où je vais stocker mon sel pendant tout l'été, le temps de la récolte. Selon les saisons, je peux avoir, on va dire, une saison moyenne. Comme l'année dernière, sur cette saline, la tenue de Marie, j'ai dû faire 20 tonnes de gros sel. Donc 20 tonnes 20 tonnes. Ah oui, on n'imagine pas, hein. C'est quand même énorme. Ça fait combien de gros tas? J'ai 20 tonnes tient sur un gros tas. Oui, le sel c'est environ 800 kg mètre cube, mais le tas est fait de manière à optimiser la place pour que ça tienne sur la plateforme qui est là. En fin de saison, il y a un transporteur qui va venir me rouler mon sel et venir me l'emmener sur mon autre plateforme de stockage où il va ensuite passer l'hiver. Pour m'installer, il m'a fallu un stock de gros sel parce que comme on est complètement dépendant de la météo, il va y avoir des années qui vont être de très bonnes récoltes et d'autres années qui peuvent être de très mauvaises. Le sel étant un produit qui se conserve sans souci puisque c'est un conservateur. Je constitue mon stock de sel de manière à avoir du sel en stock les années où je vais très peu produire. Et en revanche, les très belles récoltes, je vais en mettre de côté pour ces autres années. Donc les premières années, ça a été ça vraiment, la constitution du stock de sel, de roulement de l'entreprise. Oui, donc c'est une sorte de réserve. C'est ma réserve, voilà. Et là, j'ai réussi à faire un stock de 2 ans de production moyenne.
grâce à surtout 2019 qui a été une excellente saison pour nous. J'ai fait 60 tonnes sur les 2 salines. Ensuite, à la fin de l'été, donc je rentre toutes mes récoltes. La fleur de sel, elle est ramenée à l'atelier tous les jours. Je ne la laisse pas sur la saline, étant donné la valeur du produit. Et puis le moindre volume de ceci. Je ramène donc tout mon sel à la maison. Je vais ensuite, vers septembre-octobre, au moment où il va y avoir une pluie, et la pluie sera assez abondante et me fera décider que c'est fini. Je ne pourrai pas repartir en sel parce que l'évaporation ne pourra pas compenser le nombre de millimètres qui est tombé. Les journées diminuent, se rafraîchissent, il y a beaucoup moins d'évaporation. Je noie la saline, c'est-à-dire que je vais faire rentrer de l'eau de mer sur la saline de manière à noyer toutes les structures en argile. Je mets tout sous l'eau. Je fais ça pour éviter, si je laissais l'eau monter peu à peu, le niveau d'eau monter peu à peu dans la saline par la pluie, le vent l'hiver ferait des vaguelettes dans mes bassins qui, eux, viendraient éroder mes structures en argile, parce qu'il ne faut pas oublier que tout est en argile, ça reste fragile. Donc tout mis sous l'eau, le marais est mieux conservé comme ça pour tout l'hiver. Il n'y a plus du tout de récolte ensuite. Octobre à février, j'ai quasiment plus rien à faire sur le marais. Sauf forcément, pendant 2 ans que j'ai eu ma remise en état à faire, c'était les périodes justement où je travaillais sur ma saline pour pouvoir la remettre en état, refaire les ponts, refaire toutes les structures et refaire les fonds. Oui, parce que les ponts, c'est des structures permanentes, même quand la saline est noyée, ils sont là. Oui, les ponts ne bougent pas, restent là. Ils sont en argile. En fait, l'argile dure reste vraiment... est dur, quoi. Il ne bouge pas, ces structures-là sont là. C'est seulement la vase qui est plutôt molle et qui, elle, vient... mais on la retire tous les ans. On retombe sur les vraies structures en argile chaque année. Sauf évidemment une saline qui va être abandonnée pendant plusieurs années. Oui, les ponts vont peu à peu s'affaisser et peu à peu disparaître dans le paysage de la saline. Mais même aujourd'hui, si on retourne sur un marais salant qui est abandonné depuis 70 ans et qu'on prend une pelle par exemple et qu'on l'enfonce bien au fond, on arrive à bien retrouver le fond dur en argile originel de la saline. Alors arrivé l'hiver, mon travail est bien plus commercialisation, ensachage, je réfléchis à de nouveaux produits, j'ai toutes mes boutiques, alors maintenant je commence à avoir un petit réseau de clientèle assez conséquent, de plus en plus, d'année en année. Alors il y a toutes les livraisons régulières à faire dans les boutiques qui vont revendre mes produits, les boulangers qui consomment pas mal de sel, du gros sel. L'ensachage. Oui, donc même les boulangers se sont mis à utiliser du sel non industriel. Voilà. Alors on peut pas. Le label AB n'est pas utilisable pour le sel parce que c'est un minéraux. Et le label AB concerne que les produits végétaux et animaux. En revanche, le sel marin, comme on le fait, est nécessaire dans la charte AB pour les producteurs boulangers. Donc ils viennent plutôt vers des produits comme le nôtre, du sel marin. Et puis aujourd'hui, moi je suis adhérente Nature et Progrès, donc c'est-à-dire j'ai la mention Nature et Progrès qui équivaut à un label AB qui va mettre en avant des qualités. Des qualités et des fonctionnements, on va dire des actions. Ma manière de gérer ma saline, je n'utilise pas de produits phytosanitaires, je fais en sorte que la façon de produire. Quoi. Voilà, ma manière de produire. Je fais attention à la biodiversité, j'utilise par exemple que des épices AB pour mes mélanges de recettes aromatisées. Je participe à la vie de cette association aussi. Je mets en avant j'ai des actions qui vont être faites de manière à améliorer la biodiversité, l'éthique du produit. Il est finalement plus profond, cette mention Nature et Progrès est plus profonde que le label AB. Il demande plus de choses, mais je l'ai choisi non pas parce que je voulais le faire pour les rejoindre, mais vraiment parce que c'était déjà des actions que je menais personnellement et c'était cette manière, moi, que j'ai de voir les choses. C'est une association spécifique aux paludiers ou c'est toutes sortes de métiers qui en font partie? Pas du tout. Tous les producteurs, même transformateurs peuvent être adhérents Nature et Progrès. Agriculteurs, n'importe quel produit. Dedans, on a des producteurs de tisane, des producteurs de
de produits laitiers, de viande, il y a des savons, il y a c'est ouvert à beaucoup de métiers. Voilà pour l'hiver. Alors les outils que j'utilise finalement, j'avais parlé un peu au printemps, l'été, j'ai pas donné les noms. L'été pour la récolte du gros sel, c'est le La. C'est un manche aujourd'hui en carbone parce que très léger, souple, facile, mais il fait 5 mètres de long. Puisque mes œillets font 63 mètres carrés, il faut que je vienne récolter le sel jusqu'au milieu avec un outil sans bien sûr piétiner l'argile, sinon je le déformerais. C'est pour ça un grand manche de 5 mètres en carbone avec une maille en bois qui va me permettre de faire des vagues dans le bassin. Et c'est ces vagues-là qui vont amener les cristaux vers la table, la plateforme ronde. Donc je fais le tour de mon bassin avec cet outil au grand manche dans lequel je fais des vagues qui poussent les grains, qui les ramènent là où je veux les sortir. Et je viens les sortir. Avec l'outil qui ressemble un petit peu au printemps et qui me permet de nettoyer les bassins, mais nettoyer la vase, c'est quasiment le même, sauf que la maille en bois au bout, elle est un petit peu plus courte parce que la vase est plus lourde. Donc un grand manche de 5 mètres, une maille en bois, et puis comme une raclette, on pourrait imaginer. Et je pousse la vase jusqu'au bord où je vais ensuite, avec une pelle, la jeter sur le talus. La pelle, notre pelle, c'est la boyette. Elle m'a permis de tout remettre en état à la saline, de travailler l'argile. Elle est un peu affûtée et... Donc elle permet de couper. Elle permet de couper, voilà. Surtout que l'argile reste toujours, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de matière, donc c'est facile à trancher. Et elle a un manche relativement long, mais peut-être 2 mètres, qui permet aussi d'atteindre les milieux des bassins quand on veut venir prélever de la terre au milieu. Et travailler un peu à distance. Il faut savoir que nous, comme on marche jamais dans nos bassins, il faut qu'on puisse avoir des outils avec des manches adaptées qui nous donnent accès au milieu des bassins. Pour la fleur de sel, j'ai parlé un petit peu, la lousse à fleurs, l'écumoire. Après, voilà. Pour ce métier, il faut aimer, c'est sûr, un travail physique. C'est très physique. C'est en extérieur, il faut aimer être au contact de la nature. Alors pour ce qui est du physique, c'est vrai que je fais attention. Faut vraiment pas que je me blesse en pleine saison, parce que sinon toute ma saison en dépend. Je vais voir régulièrement un ostéopathe, je préfère prévenir que guérir. J'essaye de ne pas prendre de risques non plus, de faire de cascades de printemps, ou de choses comme ça. Et parce qu'il y a des gestes qui sont, disons, assez inhabituels par rapport à ce qu'on fait dans la vie quotidienne ou par rapport à ce que font d'autres métiers, j'imagine. C'est vrai que quand la saison commence, le rythme de travail est très intense et c'est tous les jours les mêmes gestes. Quand c'est récolte de sel, c'est récolte de sel, tous les jours. Donc on a tendance à travailler toujours du même côté, alors à user le corps de cette manière-là. Après, en faisant des étirements, en faisant attention, en essayant de rester musclé l'hiver, c'est pas facile. Souvent, je perds en muscles pendant l'hiver. On arrive quand même à s'entretenir. Je fais vraiment attention et quand je sens que je vais avoir une petite douleur, un peu genre tendinite ou quelque chose comme ça qui apparaît, j'essaye vraiment de faire super attention, de mettre des huiles essentielles et d'essayer d'éviter certains gestes pendant quelques jours pour pas que ça se déclare. Mais il faut être à l'écoute de son corps. Après, presque, j'ai envie de dire, mon ennemi public à moi, enfin le truc que j'ai le plus de mal à gérer dans ce métier, c'est le soleil. Je suis blonde, j'ai la peau claire et c'est vraiment quelque chose auquel je dois faire attention. Donc chapeau, crème solaire, j'ai du mal des fois à avoir le réflexe et là j'essaye de plus en plus d'y faire attention parce que ma peau n'a pas un capital soleil éternel. Pourquoi tu ne mettrais pas un chapeau chinois comme dans les rizières ? J'ai tout type de chapeau, j'en essaye plein, j'en ai eu un chapeau chinois comme dans les rizières. Alors j'essaye surtout le plus pratique et le plus confortable pour pouvoir travailler avec, qui ne s'envole pas et puis qui couvre bien en ombre. Mais j'avoue que des fois j'ai plus le choix, il faut que je mette de la crème solaire.
J'essaye vraiment aussi d'adapter mes horaires pour éviter les heures les plus caniculaires. À 14h, je suis pas sur le marais. Soit je suis en train de faire des sachets ou à l'ombre. Oui, parce qu'en plus, l'eau reflète le soleil. Voilà, j'ai découvert que j'étais bronzée. C'est comme à la neige, en fin de compte. C'est comme à la neige. Je suis bronzée sous le menton. Ouais, c'est vraiment... Et pareil, lunettes de soleil, il faut faire attention aux yeux, il faut faire ces manches longues. Voilà, j'essaye vraiment de faire attention au soleil. C'est un travail assez solitaire, mais finalement pas tant que ça, parce que moi je suis de nature solitaire, ça ne me dérange pas d'être seule pendant plusieurs jours. Après, à faire de la vente directe, c'est vrai que je vois pas mal de monde, donc il y a des périodes plus ou moins solitaires. J'aime les deux, j'aime avoir le contact avec les gens l'été, j'aime avoir des moments seuls au marais. Et puis le seul, voilà, ce que j'ai pu apprendre déjà jusque-là, c'est que mon seul patron finalement c'est la nature. Et j'ai beau avoir décidé des fois des choses, si la nature en a décidé autrement, c'en est autrement, c'est comme ça. Au début j'avais plus de mal à l'admettre, mais ma première saison j'avais tout préparé, mes marais ils étaient prêts à récolter, ils étaient bien montés en salinité, on a eu un orage avec 110 mm de pluie. Ça a ressali toute ma saline, ça a noyé mes saumures, et ça m'a un petit peu démoralisée. Et avec les années, je comprends qu'en fait, non, il n'y a pas à être démoralisé de ça, c'est normal, c'est comme ça, c'est un métier qui est lié à la nature, et il faut juste l'accepter, c'est ainsi. Il en est ainsi. Mais ça, c'est une belle philosophie aussi. Voilà, il faut accepter, c'est ça. Et puis c'est assez facile à accepter finalement de se dire voilà, moi je suis un élément, que j'essaye de faire mon petit travail dans mon élément, dans la nature, et ensuite je m'adapte uniquement à l'extérieur, les animaux et la nature. Les empreintes des petits animaux qui traversent mon marais, au début je pourrais m'agacer de me dire oh ils ont encore abîmé ce que j'ai fait comme travail, mais non. C'est chez eux, avant c'était chez eux, avant j'étais pas là, et puis ils y étaient très bien. Ils acceptent moi que je vienne pour faire mon travail. Donc à moi aussi d'accepter qu'ils passent, que la pluie passe. Je suis pas la seule à vouloir récolter du sel. Les animaux ont besoin de pâturer de l'herbe qui soit verte pendant l'été, ils ont besoin d'eau, la terre a besoin d'eau, donc il faut accepter de partager en fait. Voilà, l'autre partie de mon métier, vraiment, ça va être la commercialisation des produits. Ah oui, on a oublié de présenter ton chien. Voilà, présente-nous le chien. Nachos, le chien du marais, le garde, le chien de garde. Allez Nachos, va. Nouille. Mon compagnon, voilà. Quand mes journées sont longues et que je suis seule, j'ai mon compagnon qui est là. Personne ne peut me surprendre. Et voilà, alors le reste du métier, ça va être la commercialisation. Là-bas, c'était pas forcément ce qui me passionnait dans ce métier-là, mais il faut y passer. Et puis finalement, c'est aussi le retour sur son produit et voir le suivi de son produit, voir les gens satisfaits, c'est gratifiant. Donc ça fait partie du métier. Alors, un peu de démarchage, trouver des clients, vendre le sel, l'ensachage, le conditionnement, tout ça, ça prend du temps. La livraison, avoir des retours, la vente directe sur la saline au Moutier-en-Retz, ça me permet aussi d'avoir le retour direct des clients et de savoir s'ils sont satisfaits. Enfin, en général, c'est des retours très positifs. Et donc, ça veut dire que tu tiens une boutique à ce moment-là? Alors, je n'ai pas de boutique à l'année. Ce que je fais, c'est que juillet-août, au beau jour, tous les jours, fin de matinée et fin d'après-midi, je suis sur la saline avec une table, j'ai tous mes produits et je vends aux passants. Donc c'est vraiment sur juillet-août. Le reste de l'année, ça se fait dans les boutiques que j'ai en régulier. Alors je vends donc comme je disais, à des boulangers, à des restaurateurs, à des boutiques qui revendent mes produits. Et puis aussi en palette, j'expédie des palettes parce que ça brasse quand même du volume de saline. Donc je fais 25 tonnes par an. Alors faut que j'expédie ce volume-là aussi pour en vivre. Alors l'année dernière, c'est la première année où je me suis tiré un salaire de mon activité et c'était donc ma 3e année d'installation, donc j'étais très, très satisfaite. Ouais.
Oui, parce que c'est quand même plus vite rentable qu'une vigne qui met des années avant de produire. Oui, juste le temps de constitution du stock de sel, on va dire, pour être confortable. Mais sinon, si la saison est bonne, la récolte est bonne dès la première année d'installation, dès la première, on peut commencer à vendre à des marchés. Après, il faut mettre en place le réseau clientèle qui va pouvoir rapporter suffisamment pour faire vivre l'exploitant. Oui, parce que tu n'es pas la seule. Il y a d'autres paludiers, il y a tous les paludiers de Guérande. Donc il y a un marché qui est déjà pas mal occupé. Comment tu as fait pour creuser ta place? Au début, j'ai démarché un petit peu et finalement, le bouche à oreille a très vite fait son effet. Les quelques personnes, par exemple, en Bretagne, je livre pour des boulangers. J'ai commencé à en démarcher certains au début et puis au final, ils ont été très satisfaits de mon produit. Ils en ont parlé à des amis boulangers, qu'on en parlé à d'autres amis boulangers. Maintenant, tout se fait comme ça, quasiment. J'ai presque plus besoin de démarcher. Donc, vraiment, le bouche à oreille fait tout. Après, pour ce qui est aussi de l'ambiance au Marais, on va dire des personnes qui gravitent autour de moi, des autres domaines d'activité. Vraiment, comme on est peu nombreux en paludier, je disais on est 3 sur Bourneuf et les Moutiers, je croise des fois, ça va être des éleveurs, les éleveurs qui sont à côté, on s'arrange entre nous, mais ces vaches à pâturer sur certaines parcelles ou les moutons. J'ai l'éclusier évidemment avec qui je suis pas mal en contact puisque je surveille les manœuvres qui sont faites sur les manœuvres d'eau dans les étiers. Les défenseurs de la biodiversité parce que la saline que j'ai remis en état sur la commune de Bourneuf j'ai fait acheter cette parcelle par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Donc eux sont pas mal présents, font des inventaires, observent ce qui se passe sur la saline, sur les alentours, sur les parcelles qui sont là. Il y a des actions aussi qui sont mises en place comme le LIFE là, dans le cadre de l'Europe, financé par l'Europe en fait, donc des îlots de nidification qui ont été faits dans les bassins. Ça a été plusieurs organismes ensemble qui se sont regroupés pour faire ça et donc pour permettre aux avocettes, aux échasses de nidifier ici. Ah oui, donc il y a une gestion partagée du domaine. Voilà, il y a eu des actions qui ont été faites aussi sur des bassins que j'exploite et autant que sur d'autres bassins que j'exploite pas dans les alentours. Alors on essaye maintenant de surveiller, de voir si ces actions permettent aujourd'hui, c'est tout nouveau, donc ils ont fait des travaux cet hiver. On va voir ça cette année, l'année prochaine, on va observer. Mais voir si ça a permis aux oiseaux de venir s'installer plus, de mieux se reproduire. Et eux font beaucoup d'études sur le terrain, viennent compter les avocettes, les oiseaux, tout. Et puis les visiteurs, les promeneurs aussi. Les visiteurs sur la saline que je vois, beaucoup de monde passer finalement. Quel est le genre de questions qu'on te pose le plus souvent? Est-ce que le sel, ça fait mal aux pieds? Parce que je travaille pieds nus l'été. Et non, finalement non, j'ai pas de problème avec le sel. Le soleil, je disais plutôt le soleil, mais le sel non. Oui, parce qu'il y a des photos de toi aussi en posture bouddhiste ou zen, en train de méditer. On m'avait demandé de poser. J'ai fait ce qu'on m'a dit. C'est quand même un métier relaxant. On va pas dire que ce soit un métier stressant. En règle générale, la photo représente bien l'état d'esprit dans lequel on peut être quand on est sur le Marais. Travailler pieds nus, au calme, soit de bonne heure le matin, soit tard le soir, aux périodes plutôt au moment de la journée qui sont sereins. C'est très reposant, non, c'est très sportif, mais c'est apaisant. Comment ça se passe entre paludiers, parce qu'il y en a plusieurs dans le Marais breton depuis quelques années? Alors j'ai quelques contacts avec certains qui m'ont même donné des conseils et aidé à l'installation. On avait une association qui nous regroupe justement entre les paludiers du Marais breton.
On essaye de se réunir au moins une fois par an, mais c'est compliqué parce que c'est vrai que souvent on arrive tous à la période où tout le monde court partout, comme on est indépendant. Le fait de vendre en plus son produit prend beaucoup de temps. Donc on essaye de garder contact et d'avoir quelques projets ensemble, mais ça reste assez compliqué. Oui, mais donc la quasi-totalité de l'activité, tu la fais quand même seule. Voilà, seule. J'embauche l'été. J'embauche pour la récolte en juillet-août. Parce que là, je peux plus assumer toute seule les 2 salines. J'ai 28 œillets au total. Ça me demanderait, en plus avec la vente là, qui se développe de plus en plus, ça me demanderait des journées de 24 heures de travail. Impossible. Donc j'embauche pour la récolte de la fleur de sel et les brouettes de gros sel. Et parfois pour m'aider un petit peu au conditionnement aussi. Comme je suis encore là, j'attaque ma 4e année. Donc chaque année je me rajoute des tâches de travail d'année en année et je vais vers une saison que j'ai du mal à imaginer quelle va être l'ampleur du travail que je vais devoir assumer. D'autant plus que si la saison est très bonne, ça change tout que si la saison est mauvaise, par exemple en récolte. Donc en quantité de travail. Alors je dois pour l'instant prévoir en main d'œuvre au moins de quoi pouvoir tenir le coup toute la saison. Mais donc, tu trouves de la main-d'œuvre qualifiée qui sait faire ce travail ou tu les formes sur le tas? Je les forme. C'est pour ça que je leur fais récolter fleurs de sel et brouettes de gros sel, parce que la récolte du gros sel, c'est trop technique et ça mettrait vraiment trop de temps à les former pour sur une saison de 2 mois, ils ne seraient pas efficaces. Donc vraiment, ça va être en fleurs de sel et brouettes. Et alors pour l'instant, j'ai fait du bouche à oreille, ça se passe très bien. L'année dernière, j'ai pu proposer l'équivalent d'un temps complet sur 2 mois. Maintenant, c'est aussi des saisons qui sont très aléatoires en fonction de la météo. Donc il y a des années qui seront... C'est un travail qui est beaucoup rémunéré à la tâche. Alors il y a des années, ça peut être très intéressant pour les saisonniers, comme d'autres un peu moins. À la tâche ou à la quantité récoltée? Un peu des deux, à la tâche pour les brouettes et à la quantité récoltée pour la fleur. D'accord. Oui, donc pour eux aussi, plus ça donne, mieux c'est pour eux. Voilà, c'est ça. Et c'était la même situation dans laquelle j'étais quand j'étais saisonnière au tout début, quand j'ai découvert le métier. En fait, j'avais un mi-temps en maraîchage et je prenais la récolte de la fleur de sel et les brouettes en plus de mon mi-temps pour le soir, en soirée. Et ce qui faisait que mon mi-temps en maraîchage me permettait d'assurer un revenu. Et si c'était une super saison de sel, c'était jackpot pour moi. Et j'ai eu de la chance à faire des saisons que quand elles étaient bonnes, les récoltes. Et donc tu feras peut-être naître de nouvelles vocations aussi? Peut-être, j'espère. Je vois beaucoup de gens passer qui sont intéressés par le métier, qui me posent des questions, qui viennent éventuellement faire des stages. Pour l'instant, ça n'a pas encore abouti sur une installation. Après, c'est vrai que ça demande persévérance et patience. C'est peut-être le plus difficile pour les gens pour s'installer. Donc, j'espère voir des gens s'installer. Alors on arrive vers la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie d'ajouter pour les auditeurs de Radio Jade FM? Je pense avoir dit le principal, vraiment. Travailler surtout ce que je vois relever le plus, c'est avec la nature, au contact de la nature et avec elle comme seul maître. Oui, la nature comme seul patron. Voilà. C'est pas mal comme devise. Ouais. C'est facile à accepter comme patron. Bon, merci beaucoup Mélanie. Je rends l'antenne. À la prochaine fois.